Un millionnaire veuf ne croyait plus en l'amour, jusqu'à ce qu'une pauvre femme de ménage frappe à sa porte par erreur. Il en tomba éperdument amoureux. Jean Morel vivait dans le silence. Depuis la mort d'Élodie, sa femme, rien n'avait jamais plus eu la même couleur, la même saveur, la même lumière. Même à 58 ans, il n'était plus que l'ombre d'un homme autrefois admiré pour son esprit vif, ses entreprises prospères et son sourire discret. Il s'était retiré dans une vaste demeure de pierre claire, nichée entre les vignes ondulantes des environs de Bordeaux. Là, loin du tumulte parisien où il avait bâti sa fortune, il coulait ses jours dans une solitude choisie, presque religieuse. Chaque matin se ressemblait. Jean descendait l'escalier principal, un colimaçon majestueux mais silencieux comme une cathédrale vide, pour rejoindre la cuisine où son café l'attendait déjà, préparé par son majordome, Henri. Les murs couverts de tableaux, autrefois sélectionnés à deux lors de voyages amoureux à Florence ou Lisbonne, semblaient maintenant lui rappeler ce qu'il avait perdu. Il passait la plupart de son temps dans son bureau, un espace à l'image de son cœur, ordonné, froid, dépourvu de toute trace de vie récente. Son deuil n'avait jamais été public, mais il transparaissait dans chaque geste, chaque parole, prononcée à mi-voix, chaque regard qui se perdait par la fenêtre sur les champs endormis. Il refusait les invitations, ignorait les appels, et ses affaires étaient désormais gérées à distance, confiées à des associés qu'il n'avait pas vus depuis des mois. Il n'y avait plus de musique dans la maison, plus de fleurs fraîches dans les vases, plus de rire dans les couloirs. Il n'y avait que le tic-tac des horloges anciennes et le crépitement régulier de la cheminée, comme un cœur qui continue de battre sans savoir pourquoi. Jean n'attendait plus rien de la vie. Il ne cherchait ni réconfort ni compagnie. Il se contentait d'exister, en entretenant la mémoire d'Élodie comme un moine pris devant une icône. Le monde extérieur n'était qu'une nuisance, lointaine, un bruit de fond auquel il avait cessé de prêter attention. Ce matin-là, pourtant, quelque chose allait dévier de cette routine millimétrée. Une simple erreur. Une porte qui allait s'ouvrir sur autre chose, sur un hasard que même le plus précis des esprits ne pouvait anticiper. Mais Jean ne savait rien encore. Tandis qu'il se servait une tasse de café, vêtu de sa chemise de lin grise et de son pantalon beige impeccablement repassé, il pensait simplement à sa promenade quotidienne dans le jardin, comme chaque jour. Il n'imaginait pas que dans quelques minutes, son cœur referait un bond qu'il croyait à jamais impossible. Il n'imaginait pas que le destin, ce vieux farceur, s'apprêtait à frapper à sa porte. Littéralement. Et pendant que la pluie commençait à tomber doucement sur les grandes vitres de la véranda, quelque part dans une rue voisine, une femme fatiguée mais décidée cherchait une adresse. Une femme qui, sans le savoir, s'apprêtait à changer la trajectoire d'une vie déjà trop droite, déjà trop figée. Quand la sonnette retentit, Jean leva à peine les yeux. Il n'attendait personne. Il n'attendait plus rien. Mais par habitude, ou par politesse, il se dirigea vers l'entrée. Il n'avait pas encore tourné la poignée que déjà, son cœur s'était mis à battre plus vite, comme si quelque chose d'invisible l'avait prévenu, comme si l'univers lui-même, dans un dernier élan de poésie, avait décidé de souffler doucement sur les cendres froides de sa vie. Il posa la main sur la poignée. De l'autre côté, quelqu'un attendait. Une étrangère, une erreur, une rencontre, et tout allait commencer. Ce matin-là, la pluie tombait en fines lignes persistantes, dessinant sur les vitres des chemins tremblants qui déformaient la lumière pâle du jour naissant. Le ciel, d'un gris sans profondeur, pesait sur les toits des maisons et les esprits fatigués de Bordeaux. Dans un quartier modeste de la ville, Claire Dubois, 33 ans, chaussait à la hâte ses bottes usées tout en replaçant sous son bras un sac plastique contenant quelques produits de nettoyage. Elle avait déjà 10 minutes de retard et le bus suivant n'arriverait pas avant une demi-heure. Le client du jour, un nouveau, habitait selon l'agence de ménage dans un secteur plus éloigné, presque rural, aux confins de la commune. Une erreur dans le numéro de la maison allait tout changer, mais pour l'instant, elle n'en avait pas conscience. Le sol était détrempé. Claire pressait le pas, les épaules rentrées sous un imperméable trop grand, hérité de sa mère. Chaque goutte qui frappait sa capuche résonnait contre son crâne, comme un rappel de la précarité de ses jours. Elle vivait seule avec sa fille, Manon, une enfant vive et curieuse de 8 ans qu'elle avait laissée ce matin-là chez une voisine avant de partir en courant. Entre deux travails à mi-temps,
Claire ne dormait jamais vraiment. Elle fermait simplement les yeux quelques heures, comme si elle demandait une trêve au monde. La rue sinueuse bordée de platanes semblait interminable. Les maisons, plus espacées, plus grandes, plus silencieuses, évoquaient un autre monde, un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Elle consulta à nouveau le papier froissé dans sa poche. Le numéro inscrit semblait correspondre à cette propriété entourée d'un grand portail en fer forgé, au bout d'une allée arborée. Elle hésita. C'était bien ce que l'agence avait indiqué, mais quelque chose lui paraissait étrange. Ce genre de demeure ne faisait pas partie de sa clientèle habituelle. Elle regarda autour d'elle, espérant croiser un passant pour confirmer l'adresse, mais il n'y avait personne. Seulement le bruit de la pluie sur les feuilles mortes et le chant discret d'un merle perché sur une branche dénudée. Elle poussa timidement le portail, qui s'ouvrit sans résistance, puis s'engagea sur le gravier humide qui crissait sous ses pas. Devant elle, la maison se dressait, imposante mais calme, comme figée dans un autre siècle. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne se sentait pas à sa place et pourtant, elle avait besoin de ce travail. Chaque euro comptait. Elle atteignit la porte d'entrée, prit une grande inspiration et appuya sur la sonnette. À l'intérieur, Jean Morel s'était figé en entendant le carillon. Il était rare que quelqu'un vienne jusqu'à lui sans prévenir. Les rares visites étaient annoncées, attendues, planifiées. Il jeta un regard par la fenêtre et aperçut une silhouette trempée, droite, mais visiblement tendue. Il fronça les sourcils. Une démarche étrangère. Il hésita une seconde, puis se dirigea vers la porte. Quand il l'ouvrit, ce fut comme si le monde avait brièvement changé de fréquence. Face à lui se tenait une femme menue, le visage mouillé par la pluie, les yeux fatigués mais d'une sincérité presque douloureuse. Elle portait un sac en plastique dégoulinant, d'où dépassaient des chiffons et une bouteille de vinaigre blanc. Elle lui adressa un sourire maladroit, presque une excuse silencieuse. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce, presque inaudible. Je suis Claire Dubois. L'agence m'a envoyé pour faire le ménage. Je crois que c'est ici. Enfin, je pense. » Jean la regarda sans répondre immédiatement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une gêne, une honnêteté brute, pas de façade, pas de faux semblant, une étrangère, sans maquillage, sans artifice. Il sentit un frisson étrange remonter le long de son dos, mais ne dit rien. Il se contenta de s'écarter lentement et d'ouvrir un peu plus la porte. « Entrez » murmura-t-il. Claire hésita puis fit un pas à l'intérieur. La chaleur de la maison la frappa immédiatement. Elle retira sa capuche, révélant des mèches humides collées à ses tempes, et observa brièvement l'intérieur. Tout respirait le silence et la rigueur. Pas une trace de désordre, pas un grain de poussière visible. Elle fronça légèrement, les sourcils déconcertés. Jean referma la porte derrière elle, toujours sans mot. « Vous êtes certaine que c'est ici ?» demanda-t-il enfin, sa voix grave résonnant comme dans une salle d'opéra vide. « C'est l'adresse que j'ai. C'est reçu !» répondit-elle en fouillant dans sa poche pour sortir le papier. « Numéro 32, chemin des Vignes. » Jean prit le papier, le lut, puis regarda autour de lui. Il savait. Ce n'était pas la bonne adresse. Il n'avait jamais contacté d'agence. Il n'attendait personne. Mais il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête. « Vous êtes en avance, dit-il simplement, comme pour justifier sa propre confusion. Claire le regarda, surprise. « Ah bon ? Je pensais être en retard. » Il sourit, un rictus à peine perceptible, puis indiqua « la cuisine. Venez prendre un café, vous êtes trempé. » Elle hésita de nouveau, ce n'était pas dans les règles. On ne buvait pas de café chez les clients. Mais son instinct ne lui criait pas alerte. L'homme, malgré ses yeux tristes, ne lui semblait pas menaçant. Et il y avait dans sa voix quelque chose de sincèrement inquiet. Elle suivit le mouvement. Dans la cuisine, il lui tendit une serviette, propre pour qu'elle sèche ses cheveux, puis servit 2 tasses de café fumant. Elle le remercia en silence, posant ses mains gelées autour de la porcelaine chaude. Les premières gorgées la réchauffèrent jusqu'au ventre. « Vous faites ça depuis longtemps ?» demanda Jean, les yeux posés sur elle. « Le ménage ? Toute ma vie, je crois. J'ai commencé à 16 ans. » « Et c'est ce que vous aimez faire ?» Elle haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. « On ne choisit pas toujours, mais j'écris parfois des petits textes, des poèmes, des pensées. Rien d'important. » Jean la fixait maintenant. Il ne savait pas pourquoi il avait envie qu'elle continue à parler. Il se surprit à vouloir tout entendre.
chaque mot, chaque silence. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, mais à l'intérieur, quelque chose s'était mis en marche. Une présence inattendue venait de fissurer les murs épais du silence de Jean. Et sans qu'aucun des deux ne le sache encore, cette matinée grise et trempée venait de devenir le premier chapitre d'une histoire qu'aucun n'aurait osé écrire. Le silence s'était installé dans la cuisine comme une brume légère, mais il n'était pas pesant. C'était un silence curieux, presque suspendu, de ceux qui naissent entre deux personnes qui, sans se connaître, pressentent que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Jean, assis à l'autre bout de la table, observait Claire discrètement. Fasciné par la manière dont elle se tenait droite malgré l'évidente fatigue, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de la tasse, comme pour absorber le peu de chaleur qu'elle offrait. Chaque geste semblait contenir une histoire que personne ne lui avait jamais demandé de raconter. Elle regardait autour d'elle, un peu gênée. La pièce était lumineuse, décorée avec sobriété mais sans froideur. Il y avait des détails que seuls les yeux attentifs pouvaient capter. Une vieille cafetière italienne posée sur une étagère, un cadre photo, où l'on distinguait une femme souriante à moitié tournée vers celui qui prenait la photo. Un pot de confiture entamé sur le plan de travail, comme une trace de vie laissée à la hâte. Claire sentit son regard se poser sur cette photo. Jean suivit son regard. C'était Élodie, murmura-t-il sans que Claire ait posé la question. Ma femme. Elle acquiesça doucement, comme si elle comprenait qu'il n'était pas facile pour lui d'en parler. Il n'ajouta rien. Il n'avait pas l'habitude de parler d'elle, et encore moins à des inconnus. Mais ce matin-là, tout semblait s'inverser, et il ne cherchait même pas à résister. Après quelques minutes, elle reposa la tasse, incertaine. « Je suis désolée pour le dérangement, dit-elle en se levant. Ce n'était clairement pas la bonne maison. Je vais essayer de trouver la bonne adresse. »« Attendez, » répondit Jean presque trop vite. « Vous avez dit que vous écriviez des poèmes ?» Elle haussa les épaules, visiblement gênée. « Rien de sérieux. C'est juste pour moi. Je note ce que je ressens, ce que je vois quand j'ai le temps, parfois entre deux trajets de bus ou pendant les pauses. » Jean se leva à son tour. « Vous êtes en retard pour votre client, non ?» Elle acquiesça. « Oui. Et je n'ai plus assez pour reprendre un autre ticket de tram. Je pensais y aller à pied, mais avec cette pluie... » Il réfléchit un instant. Une idée, absurde dans tout autre contexte, germa dans son esprit. Une impulsion qui ne lui ressemblait pas. Et pourtant, il la suivit. « Restez un peu, juste le temps de vous sécher. Ensuite, je peux vous faire conduire. Ce n'est pas un problème. » Claire le regarda, méfiante. Ce genre d'offre, elle, en avait entendu. Des promesses masquées, des mains tendues qui réclamaient autre chose. Elle vit son hésitation se refléter dans le regard de Jean. Il ne bougea pas, ne chercha pas à insister. « C'est juste agréable de parler, » ajouta-t-il plus doucement. Elle resta immobile quelques secondes, puis se rassit, plus par fatigue que par réelle confiance. Le café avait réchauffé ses pensées. Peut-être n'avait-elle pas envie de replonger si vite dans la course quotidienne, les horaires, les chiffres, les billets froissés. Peut-être, pour une fois, pouvait-elle s'autoriser une pause. Ils continuèrent à discuter. D'abord, sur des sujets anodins, la pluie, les transports, le quartier. Puis, peu à peu, les phrases devinrent moins mécaniques. Claire lui parla de sa fille, de ses lectures d'enfance, des histoires qu'elle inventait pour Manon le soir, à la lumière d'une veilleuse en forme de renard. Jean l'écoutait comme on écoute un conteur au bord d'un feu. Il n'avait jamais imaginé que des mots si simples puissent toucher aussi juste. À un moment, elle lui parla d'un rêve. Elle ne savait pas pourquoi elle le lui disait. Peut-être parce qu'il ne la jugeait pas. Peut-être parce qu'elle-même ne s'était jamais autorisée à croire qu'il était encore là, enfoui sous les couches de fatigue et de résignation. Quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu ouvrir une petite librairie, un endroit avec des livres d'occasion, un coin lecture, des plantes, un lieu où les gens viendraient pour se retrouver ou juste pour se perdre entre les pages. Mais bon, ça reste un rêve. Elle sourit tristement, comme pour balayer cette pensée. « Et pourquoi ne pas le faire ?» demanda Jean. « Parce que la vie, répondit-elle simplement. Et parce que rêver coûte du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. » Jean ne répondit pas. Mais à cet instant précis, quelque chose se fissura en lui. Il avait entendu ces mots 1000 fois, formulés autrement, mais jamais avec cette sincérité. Il repensa à Élodie,
à leurs longues discussions, sur les secondes chances, sur ces rencontres improbables qui changent une existence. Elle aurait voulu qu'ils réagissent, qu'ils vivent à nouveau. « Je vous proposerais bien de venir nettoyer ici, une fois par semaine. Ce n'est pas très sale, mais j'aurais aimé continuer à discuter. » Claire le fixa, surprise. Une partie d'elle voulait refuser. Ce n'était pas habituel, pas conforme à ce qu'on attendait d'une relation client-prestataire. Mais une autre partie, plus profonde, plus fragile, voulait croire qu'il n'y avait là aucune arrière-pensée. Juste une solitude, qui reconnaît une autre. « D'accord, dit-elle après un long silence. Une fois par semaine. » Jean sourit pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire, discret mais sincère. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il ne pensait pas à l'avenir ni aux complications. À cet instant, seule comptait la chaleur inattendue d'une présence dans cette maison silencieuse. Le reste viendrait plus tard. Dehors, la pluie s'était calmée. Mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé à tomber aussi. Non pas de l'eau, mais des défenses, des murs, des habitudes. Et peut-être, si l'on écoutait bien, on pouvait entendre le bruit léger d'un cœur qui reprenait doucement son rythme. Lorsque Claire quitta la maison ce jour-là, 1 heure après être entrée par erreur, elle ne se retourna pas. Mais Jean, lui, resta sur le pas de la porte longtemps après sa disparition, comme si l'air qu'elle avait déplacé en marchant portait encore quelque chose de son odeur, de sa voix, de cette fragilité maîtrisée qu'il avait perçue dès les premiers instants. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était une curiosité profonde, une ouverture infime dans une existence hermétiquement close. Il ne savait pas encore à quoi cela mènerait, mais il savait déjà que quelque chose avait bougé en lui. Dans les jours qui suivirent, la maison sembla réagir à cette présence. Henri, le majordome au service de la famille Morel depuis plus de 20 ans, nota sans le dire que Jean semblait plus attentif aux détails. Il ne s'asseyait plus toujours à la même place au petit déjeuner, il ouvrait parfois les rideaux lui-même et avait même été vu en train d'inspecter la serre où Élodie cultivait jadis ses orchidées. Les autres employés, rares mais fidèles, échangèrent quelques regards discrets. Aucun n'osait mettre de mots sur cette subtile transformation, mais tous la ressentaient. Jean, quant à lui, passait de plus en plus de temps dans le salon, un lieu qu'il avait évité pendant des années. C'était là qu'Élodie aimait lire, dans ce grand fauteuil près de la cheminée, avec une couverture sur les genoux et une tasse de thé à la main. Il se rappelait sa voix douce, légèrement moqueuse lorsqu'elle lui lisait à haute voix des passages de ses romans préférés. Il se souvenait d'elle lui parlant de la beauté imprévisible de la vie, de sa conviction que chaque être humain méritait une seconde chance, même ceux qui n'y croyaient plus. À l'époque, il l'écoutait avec amour, mais sans vraiment entendre. Aujourd'hui, ces mots résonnaient en lui avec une clarté nouvelle, comme s'ils avaient été murmurés dans cette maison et que Claire les avait réveillés. Il la revoyait, assise à sa table, tenant sa tasse avec précaution, ses yeux curieux mais prudents, sa voix presque tremblante quand elle avait parlé de ses écrits. Il aurait voulu lui demander d'en lire. Il n'avait pas osé. Mais il y penserait encore longtemps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de mieux la comprendre. Un jeudi matin, comme convenu, Claire revint. Elle sonna avec la même discrétion que la première fois et Jean ouvrit la porte lui-même, bien qu'Henri se soit déjà levé pour le faire. Il prétexta qu'il passait par là. Elle entra, un peu moins timide, mais toujours sur la réserve. Ils échangèrent quelques mots, puis elle se mit au travail. Pendant qu'elle nettoyait le bureau, Jean resta dans la pièce adjacente, feignant de lire. En réalité, il écoutait, non pas pour surveiller, mais pour sentir sa présence. Henri, observateur attentif, décida de parler. Ce soir-là, alors que Jean terminait son verre de vin en silence dans la bibliothèque, il s'approcha doucement. « Monsieur Morel, si vous me permettez… » Jean leva les yeux. « Vous avez changé, dit Henri sans détour. Ce n'est pas une critique, simplement une constatation, et cela me fait penser à elle. » Jean posa son verre. Élodie. Henri hocha la tête. « Elle disait toujours que vous étiez un homme de feu sous une couche de glace, que vous aimiez plus fort que vous ne le laissiez paraître. Elle disait aussi que si un jour la vie vous forçait à ouvrir les yeux, ce serait à cause de quelqu'un d'imprévu. » Jean ne répondit pas tout de suite. Il regardait les flammes dans la cheminée, hypnotisé par leur danse lente. « Ce n'est pas la même chose, murmura-t-il enfin. Élodie, elle était ma lumière. Claire,
Elle me fait simplement voir l'ombre autrement. » Henri ne dit rien de plus. Il s'inclina légèrement et quitta la pièce, laissant son employeur à ses réflexions. Mais ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une prophétie discrète. Dans les jours qui suivirent, Jean tenta de comprendre ce qu'il ressentait. Était-ce de la nostalgie, un transfert émotionnel, ou simplement l'envie d'aider quelqu'un qui lui semblait perdu, comme il l'avait été? Il se souvenait de discussions tardives avec Élodie, quand il parlait des errances humaines, des blessures invisibles, des secondes chances. Elle croyait fermement que personne ne devait être défini par sa douleur. Il avait écouté, fasciné, mais sans vraiment appliquer. Jusqu'à maintenant. Un après-midi, alors que Claire nettoyait la bibliothèque, il engagea la conversation. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser, essentiel. Elle lui confia un peu plus sur sa fille, sur les difficultés de l'école, sur les fins de mois qui ne finissaient jamais. Elle ne cherchait ni pitié ni solution. Elle exposait des faits, comme on partage une météo intérieure. Jean écoutait. Il ne proposa rien. Il comprenait que certains silences avaient plus de valeur que 1000 propositions. Et puis il y avait les regards, ce qu'elle posait sur les livres, sur les objets, sur les photographies, un mélange de curiosité et de respect, comme si elle savait qu'elle entrait dans un monde qui n'était pas le sien, mais qu'elle s'efforçait de ne pas le déranger. Jean, habitué à des visites de convenance, à des paroles vides, découvrait une authenticité qu'il avait oubliée. Peu à peu, il commença à attendre ses venues. Il ne le disait pas, ne le montrait pas, mais il ajustait ses journées pour être là. Il demandait à Henri de lui rappeler l'heure, il préparait du café, il faisait semblant de lire là où elle passerait. Il ne comprenait pas encore ce qu'il espérait, peut-être rien, peut-être seulement un peu de lumière, peut-être un écho de la voix d'Élodie dans celle d'une inconnue. Les voix du passé ne s'éteignent jamais vraiment. Elles se taisent, parfois elles se retirent, mais elles restent en attente, prêtes à surgir lorsque l'on s'y attend le moins. Et dans cette maison autrefois figée dans le deuil, elle recommençait à chuchoter. Pas pour faire revivre ce qui était mort, mais pour rappeler à celui qui restait qu'il vivait encore. Les semaines passaient, rythmées par les visites régulières de Claire à la maison de Jean. Ce qui avait commencé comme une erreur s'était installé dans un entre-deux fragile, à la frontière entre la routine professionnelle et quelque chose de plus intime, de plus humain. Jean continuait de prétendre que sa maison nécessitait un entretien qu'elle n'avait pourtant jamais vraiment exigé. Il ne savait pas nommer ce qu'il ressentait, mais il savait que sa présence faisait vibrer quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait définitivement endormi. Claire, de son côté, se montrait toujours discrète. Elle ne posait jamais de questions personnelles, ne cherchait pas à percer les silences de Jean. Elle accomplissait son travail avec soin, comme si chaque objet avait une histoire qu'elle respectait. Parfois, elle déposait un vase de fleurs modeste sur la table de la cuisine, ou réorganisait légèrement les livres d'une étagère, sans jamais imposer sa main. Jean remarquait chacun de ses gestes. Il les gardait pour lui, comme on garde un secret précieux. Un jeudi matin, alors qu'elle nettoyait le bureau, un incident apparemment banal se produisit. En déplaçant une pile de dossiers, un carnet relié de cuir tomba du sac qu'elle avait posé près de la bibliothèque. Il s'ouvrit en glissant au sol, dévoilant des pages remplies d'une écriture fine, dense, nerveuse. Jean, attiré par le bruit, entra dans la pièce. Claire n'était pas là, probablement dans une autre pièce à ranger les produits. Il s'approcha, intrigué, et lut les premiers mots visibles. Ce n'étaient pas des listes ou des notes professionnelles, c'étaient des vers, des poèmes, des textes courts, écrits avec une émotion brute. Il y lut la fatigue, l'espérance, la solitude, la tendresse, la colère. Il lut la voix d'une femme qui, dans l'ombre de ses journées, trouvait dans l'écriture un espace de liberté. Chaque phrase semblait sortir d'un gouffre, mais illuminée par un espoir têtu. Il lut sans s'arrêter, fasciné, bouleversé. Il comprit soudain que Claire n'était pas simplement une survivante de la précarité, elle était une âme, en résistance. Quand elle revint dans la pièce, il sursauta. Le carnet était encore dans ses mains. Leurs regards se croisèrent, et tout fut compris sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Elle vit le carnet, puis son regard à lui, puis elle se figea. Un silence lourd s'installa, fait de gêne, de trahison, de pudeur blessée. « Je suis désolé, dit-il enfin, d'une voix grave, presque rauque. Il est tombé... Je n'ai pas pu m'empêcher.
Elle s'approcha, lui arracha presque le carnet des mains, les joues rouges, le regard dur. Ce n'était pas pour être lu. Ce sont juste des choses à moi. Jean hocha la tête. Il n'avait pas d'excuse à offrir. Il savait que lire ces textes sans sa permission était une intrusion, mais il ne pouvait effacer ce qu'il avait ressenti. « Ce ne sont pas juste des choses, dit-il doucement. Ce sont de vrais mots, vraiment écrits, avec une sincérité que peu de gens savent atteindre. » Claire baissa les yeux. Elle semblait déchirée entre l'envie de fuir et celle d'entendre ce qu'il avait à dire. Il reprit « Vous avez une voix, Claire, et elle mérite d'être entendue, pas par obligation, pas par devoir, mais parce qu'elle est belle, parce qu'elle touche. » Elle se détourna, le carnet serré contre elle. « Ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je suis, c'est juste ce qui me reste quand tout le reste me manque. » Il ne répondit pas. Il savait qu'aucun mot ne réparerait cette brèche. Il ne chercha pas à la retenir. Elle termina son travail ce jour-là sans un mot de plus et quitta la maison sans un regard. Jean resta seul dans le bureau comme assommé. Ce qu'il avait lu résonnait en lui comme une musique familière, comme si les douleurs de Claire faisaient écho à celles d'Élodie. Mais ce n'était pas une confusion, pas une comparaison. C'était une reconnaissance. Il reconnaissait en Claire la même force discrète, le même besoin de beauté dans un monde qui l'écrasait. Les jours suivants furent vides. Claire ne revint pas. Elle ne répondit pas au message. Il n'osa pas l'appeler. Il avait peur d'avoir tout brisé. Et pourtant, une part de lui refusait de regretter d'avoir lu ce carnet. Car il avait vu, entre les lignes, une vérité qu'elle-même semblait avoir oubliée. Qu'elle était plus qu'une employée, plus qu'une mère fatiguée, plus qu'une survivante. Elle était une artiste, une poétesse, une femme debout malgré tout. Il passa des heures à se rappeler certains passages. Il se souvenait d'un poème en particulier, où elle comparait les jours de pluie à des pages qu'on n'écrit jamais parce qu'on croit qu'elles n'intéresseront personne. Il aurait voulu lui dire qu'il les lirait, ces pages, qu'il en lirait 1000, si cela signifiait rester connecté à elle, à cette part d'elle qu'elle cachait. Dans sa solitude retrouvée, Jean ressentait plus intensément que jamais l'absence, non celle d'Élodie, cette douleur ancienne et profonde qu'il avait apprivoisée, mais celle, nouvelle et vive, de Claire. Il n'y avait pas de souvenir à quoi se raccrocher, pas d'album, pas de lettres, seulement des impressions, une odeur de savon, une mèche de cheveux collée à sa joue un jour de pluie, un éclat de rire échappé par surprise. Et ces mots qu'il n'aurait jamais dû lire, mais qu'il ne pourrait jamais oublier. Peut-être que l'amour, quand il revient, ne ressemble pas à un éclair. Peut-être qu'il est d'abord un frisson, un murmure, un poème griffonné, à la hâte sur une page volée au quotidien. Peut-être qu'il commence par une faute, une maladresse, un carnet tombé par hasard. Peut-être. Mais ce qu'il savait avec certitude, en refermant la porte vide de cette maison plus silencieuse que jamais, c'est qu'il n'en resterait pas là. Le vent soufflait fort ce matin-là dans les collines bordelaises, comme pour disperser les certitudes que Jean Morel tentait encore de maintenir intactes. Depuis le départ de Claire, la maison était redevenue ce qu'elle avait été pendant des années. Une coquille vide, élégante mais sans âme. Mais cette fois, le silence n'était plus refuge, il était punition. Chaque pièce qu'elle avait traversée, chaque objet qu'elle avait effleuré, semblait désormais orphelin de sa présence. Jean, malgré les protestations silencieuses de sa conscience, ne pouvait s'empêcher de revivre la scène du carnet tombé. Ce n'était pas simplement une erreur de jugement, c'était une trahison intime, et il le savait. Durant plusieurs jours, il fit ce qu'il savait faire de mieux, attendre, pas passivement, mais dans une tension constante, une vigilance douloureuse. Il espérait un message, un mot, même une réprimande. Il aurait préféré une colère franche plutôt que ce vide. Mais Claire ne donnait aucun signe. Il tenta d'appeler l'agence de nettoyage. Mais on lui répondit que Claire avait suspendu ses missions sans autre précision. Ce fut un nouveau coup. Il comprit alors qu'elle n'avait pas seulement quitté sa maison, elle avait disparu de son monde. Il passa une semaine à tourner en rond dans la maison. Il relut certains livres qu'elle avait effleurés, redécouvrit ses propres espaces avec un regard nouveau, comme si elle les avait empreints de quelque chose de différent, une chaleur imperceptible. Henri, le majordome, ne posait pas de questions, mais ses regards discrets disaient tout. Il savait. Il avait compris bien avant Jean que cette femme n'était pas simplement une présence temporaire.
et il devinait aussi, dans l'errance de son patron, le regret tenace de celui qui a détruit sans le vouloir ce qu'il avait à peine commencé à aimer. Un après-midi, Jean prit une décision. Il se rendit dans le quartier populaire où Claire avait dit vivre. Il n'avait pas d'adresse précise, mais il se souvenait de quelques détails. Une place avec un marché le dimanche, un petit parc où elle emmenait sa fille, un immeuble avec une fresque de cerisier peinte sur le mur. Il erra dans les rues, interrogeant quelques commerçants, observant les visages, cherchant une silhouette, un signe. Mais elle restait introuvable. Ce quartier qu'il n'aurait jamais arpenté autrefois lui semblait maintenant plus réel, plus vibrant que son propre monde de marbre et de silence. Ce fut dans une petite librairie de seconde main qu'il trouva, sans le chercher, un indice. Il examinait distraitement les rayons lorsqu'un cahier bleu à couverture souple attira son attention. À l'intérieur, des poèmes manuscrits, reliés artisanalement, signés CD. Les textes étaient différents de ceux du carnet, mais portaient la même voix, la même force tranquille. Le libraire lui expliqua que quelqu'un les déposait, parfois sans vouloir être payé, juste pour qu'ils vivent ailleurs. Jean sut immédiatement que c'était elle. Ce soir-là, de retour chez lui, il comprit qu'il ne pourrait pas l'attendre indéfiniment. Il devrait lui parler, lui dire la vérité, même si cela signifiait tout perdre. Il écrivit une lettre, pas un simple mot d'excuse, mais une confession. Il y mit toute sa honte, tout son respect pour ce qu'elle était, tout ce qu'il avait compris trop tard. Il n'y demanda rien, il ne supplia pas. Il expliqua, et il termina par une phrase simple. « Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Je voulais juste vous lire de plus près, sans savoir que je vous lisais déjà, avec le cœur. » Il glissa la lettre dans une enveloppe, la confia à Henri avec la consigne de la remettre en main propre si jamais elle revenait. Puis il attendit encore. Mais cette attente n'était plus celle du désespoir, c'était celle d'un homme qui accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout réparer. Un homme qui a compris que l'amour, même naissant, exige une humilité douloureuse. De son côté, Claire avait lu et relu certains des poèmes que Jean avait découverts. Elle avait tenté de les détester, de les rejeter. Mais quelque chose en elle résistait. Ce qu'il avait dit n'était pas faux. Elle avait une voix. Et malgré la colère, une part d'elle était touchée qu'il l'ait entendue. Pourtant, la blessure restait vive. Ce n'était pas seulement la lecture du carnet. C'était le sentiment d'avoir été piégé dans une mise en scène, une erreur qu'il avait volontairement prolongée. Elle se souvenait trop bien du « regard des hommes qui profitent ». Même lorsque celui de Jean était différent, elle ne pouvait s'empêcher d'y projeter ses craintes. Un soir, elle reprit le carnet et relut le poème qu'elle n'avait jamais terminé. Celui qu'elle écrivait le jour où il l'avait trouvé. Il parlait d'une porte qu'on n'ose pas ouvrir, de la peur d'y trouver quelqu'un qui attend. Elle comprit alors qu'elle devait elle aussi affronter cette peur. Pas pour lui, pas pour s'expliquer, mais pour elle-même, pour ne pas rester figée dans le passé. Ce fut dans cette réflexion silencieuse qu'elle décida de retourner à la maison de Jean. Non pas pour reprendre son poste, mais pour entendre, pour poser ses propres mots sur ce qui s'était passé. Elle savait que la vérité, même douloureuse, était préférable au silence tordu. Elle se présenta à la grille un matin où le vent soufflait encore, comme une boucle que l'on referme. Henri la vit, ne dit rien, mais son regard fut plus ému qu'elle ne l'aurait cru. Il lui tendit l'enveloppe que Jean avait laissée. Elle ne l'ouvrit pas. Elle entra. Jean, en la voyant, ne dit rien non plus. Il resta là, debout, comme s'il craignait que le moindre mot la fasse fuir. Elle s'approcha lentement, sortit le carnet de son sac, le posa sur la table. « C'était une erreur, dit-elle, mais vous avez voulu en faire une histoire, et je ne sais pas encore si je veux en faire partie. » Puis elle tourna les talons, sans attendre de réponse. Elle n'était pas venue pour un pardon, mais pour rétablir un équilibre, pour dire que la vérité ne suffit pas toujours, mais qu'elle est nécessaire. Et Jean, debout dans le silence retrouvé de son salon, sut qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Il avait vu le cœur d'une femme, et il en avait compris la force. Resterait maintenant à savoir s'il pourrait un jour mériter d'en être à nouveau le témoin. Jean ne sortait plus seulement pour marcher dans les jardins de sa propriété, comme il le faisait auparavant, dans un effort vain de simuler la vie. Il sortait désormais réellement, avec un objectif, même s'il ne l'avouait pas. Il allait en ville. Il prenait le tram.
Il s'asseyait sur des bancs publics. Il déambulait dans les marchés, entra dans des librairies qu'il ne connaissait pas, s'arrêtait devant des vitrines sans réel intérêt. À ceux qui l'observaient, il aurait pu sembler un retraité curieux ou un promeneur mélancolique. Mais en vérité, Jean cherchait. Non pas Claire directement, car il savait qu'elle ne voulait pas être retrouvée de cette manière. Mais il cherchait ce qu'elle lui avait révélé de lui-même, ce qu'elle avait déplacé dans son monde figé. Sa transformation ne fut pas soudaine ni spectaculaire. Elle s'opéra par couches successives, comme un tissu ancien que l'on nettoie délicatement. Il commença par changer de rythme. Il se leva plus tôt, non plus pour suivre une routine, mais pour être présent, au monde. Il réorganisa sa bibliothèque, y ajouta quelques ouvrages de poésie contemporaine, des recueils de femmes auteurs qu'il découvrit au hasard de ses lectures. Il alla même jusqu'à fréquenter un cercle de lecture dans une petite médiathèque municipale, où des retraités, des étudiants et des solitaires lisaient à voix haute des extraits choisis. Il n'y lut jamais ses propres textes, car il n'en écrivait pas, mais il écoutait. Il écoutait comme on apprend une langue qu'on aurait toujours cru inaccessible. Ses collaborateurs, à Paris, notèrent également un changement. Il répondait désormais personnellement à certains courriels. Il reprenait la main sur certains dossiers qu'il avait longtemps délégués, mais ce n'était pas pour reprendre le contrôle. C'était parce qu'il se souvenait de pourquoi il avait aimé son métier autrefois, pour l'impact, pour la création, pour la rencontre des idées. Il commença à injecter dans ses décisions une forme de conscience sociale que ses associés ne lui connaissaient pas. Il finança discrètement des projets littéraires dans les quartiers défavorisés sous couvert d'une fondation dont il venait tout juste de créer le nom, Fondation Élodie. Mais il savait que si l'impulsion initiale venait de sa femme défunte, le cœur battant de cette initiative portait déjà un autre prénom. Dans les rues populaires de Bordeaux, il retournait régulièrement près de cette fresque de cerisier qui couvrait le mur d'un immeuble. Elle était devenue pour lui un repère. Il ne savait pas si Claire y passait encore, mais il s'asseyait parfois sur un banc voisin, un livre à la main, feignant de lire tout en observant les passants. Il ne la vit jamais, mais il la sentait, dans les mots qu'il lisait, dans les fragments de conversation qu'il captait autour de lui, dans l'expression des mères pressées ou des enfants jouant au ballon. Il commença à écrire lui-même. Ce ne furent pas des poèmes, mais des réflexions, des lettres qu'il n'envoya jamais, des descriptions de moments vécus ou imaginés. Il les conservait dans un cahier noir, sans intention de les publier, simplement pour faire taire l'agitation qu'il sentait naître en lui. Pour la première fois depuis la mort d'Élodie, il avait envie de dire, même si personne n'écoutait. Un jour, il revint dans la librairie où il avait trouvé les poèmes signés CD. Le libraire, reconnaissant son visage, lui tendit un autre petit recueil. Cette fois, la couverture portait une illustration de renard, une allusion qu'il comprit immédiatement, et un titre, « Les choses que je ne dis pas ». Il n'osa pas l'ouvrir sur place. Il le prit, le paya sans mot dire, et rentra chez lui à pied, serrant le livre contre lui comme un talisman. Ce soir-là, il le lut d'une traite. Chaque texte résonnait comme une confession murmurée. Certains passages semblaient lui parler directement, d'autres semblaient faits pour sa fille ou pour elle-même. Mais tous portaient la même empreinte, celle d'une femme qui écrivait non pas pour plaire ou briller, mais pour survivre. Il comprit que même absente, Claire lui parlait encore. Le lendemain, il retourna dans sa bibliothèque personnelle. Il prit le carnet qu'elle avait laissé, celui qu'il avait lu par erreur, et le relut intégralement, cette fois avec une forme de rituel, comme on relit une lettre d'adieu ou un testament. Il nota les correspondances, les évolutions, les nouvelles nuances. Elle avait mûri même en peu de temps. Ses mots étaient devenus plus tranchants, plus précis. Elle n'avait pas renoncé à écrire, et cela, plus que tout, le rassura. À partir de ce moment, Jean décida de faire un geste. Pas pour la reconquérir, pas pour la forcer à revenir, mais pour lui rendre ce qu'il lui avait pris, le contrôle de ses mots. Il rassembla une sélection de ses textes, ceux qu'il avait lus et ceux qu'il avait découverts, et les fit imprimer discrètement en quelques exemplaires par une maison d'édition indépendante. Il refusa que son nom apparaisse, se contentant de signer l'ouvrage sous le pseudonyme de Claire. Sur la première page, il ajouta une note manuscrite. « Ces mots ne m'appartiennent pas, mais ils m'ont appris à me regarder autrement. Merci. » Il laissa un exemplaire à la médiathèque où il allait lire.
un autre dans la librairie, un troisième dans une boîte à livres de son quartier, et un dernier, soigneusement emballé, déposé à la bibliothèque communautaire proche de la fresque aux cerisiers, avec un billet glissé entre les pages. Si vous croyez encore au pouvoir des mots, venez me retrouver là où tout a commencé. Ce soir-là, en refermant la porte de sa maison, Jean ne se sentit pas soulagé. Il ne s'attendait pas à un miracle, mais il savait qu'il avait agi avec justesse, et parfois cela suffisait. Il monta dans son bureau, alluma une bougie et s'installa devant sa fenêtre. Il observa la nuit tomber sur les vignes, pensant au silence qui sépare deux êtres, mais aussi au pont que peuvent bâtir les mots quand ils sont sincères. Il attendait. Mais cette attente-là n'était plus celle d'un homme perdu. C'était celle d'un homme en train de renaître. Dans le petit appartement aux murs défraîchis que Claire partageait avec sa fille, le calme s'installait chaque soir comme une couverture trop fine, incapable de réchauffer entièrement. Les blessures du jour. Manon dormait, les bras en croix sur les draps, un livre encore ouvert sur le ventre. Claire la regardait un moment, assise au bord du lit, puis referma doucement le livre avant de tirer la couverture sur son corps frêle. C'était dans ces instants-là, quand la ville semblait enfin respirer lentement, que la solitude s'imposait à elle avec le plus de force. Pas celle de l'isolement physique. Elle avait Manon, elle avait quelques voisins amicaux, mais cette solitude intérieure, ce vide que même la tendresse maternelle ne pouvait combler. Depuis sa dernière visite à la maison de Jean, Claire vivait dans un entre-deux étrange. Elle n'y était pas retournée et pourtant elle y pensait souvent. Non pas au lieu lui-même, mais à l'homme, à ce qu'il avait vu d'elle, à ce qu'elle avait laissé entre ses mains. Elle n'arrivait pas à trancher entre le sentiment d'avoir été trahie et celui d'avoir été vue pour la première fois, autrement que comme une simple prestataire de service. Il avait lu ces mots, ces vrais mots, ceux qu'elle ne montrait jamais, et cela, bien qu'elle ait tenté de le rejeter, l'avait profondément bouleversée. Un soir, elle s'assit à la petite table de la cuisine et sortit une feuille vierge. Elle ne savait pas si elle allait l'envoyer. Peut-être que non, mais elle sentait qu'elle devait écrire. Non pas un poème cette fois, mais une lettre adressée à Jean mais écrite pour elle-même. Elle trempa la plume dans l'encre, souffla un coup et commença. « Jean, je ne sais pas si vous lirez ces lignes. Je ne sais même pas si je vais les poster. Mais j'ai besoin de les écrire parce que le silence devient trop lourd, même pour quelqu'un comme moi habitué à tout garder en dedans. Vous m'avez surprise, non pas en lisant mon carnet, cela je vous l'ai déjà dit, m'a blessé, mais en comprenant ce qu'il y avait dedans. Vous avez vu ce que d'autres ne voient pas ou ne veulent pas voir, et cela m'a troublé, plus que je ne saurais le dire. Je n'ai jamais cru que mes mots pouvaient compter. Depuis l'enfance, on m'a appris à me taire. Mon père d'abord, un homme absent, même quand il était là. Il ne m'écoutait jamais vraiment. Il disait que les femmes avaient trop d'émotions, qu'elles devaient apprendre à les enfouir. Ma mère ne disait rien. Elle hochait la tête. Elle courbait l'échine. J'ai appris ainsi, en observant, que le silence était la condition pour ne pas déranger. Quand j'ai commencé à écrire, c'était en cachette. Un cahier glissé sous le matelas, des feuilles volantes rangées derrière les livres d'école. Je notais tout. Les mots qu'on ne m'avait pas laissé dire. Les pensées que je n'aurais jamais confiées à personne. Et puis j'ai grandi. La vie est devenue plus rude. Il y a eu les petits boulots, la maternité, les fins de mois sans fin. Mais j'ai continué. Écrire est devenu mon fil, mon souffle. Et puis il y a eu ce jour, ce matin de pluie, cette erreur de porte, vous, votre silence, votre regard. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais accepté ce café. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai pas l'habitude qu'on me regarde ainsi, sans jugement. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'écoute sans attendre quelque chose. Et j'ai eu peur. Peur de baisser la garde, peur d'espérer. Parce qu'espérer, quand on vit en équilibre sur le fil, c'est dangereux. On ne se relève pas toujours. Mais quelque chose en vous m'a rappelé que peut-être il existe des silences qui soignent et non qui blessent. Quand j'ai compris que vous saviez depuis le début que je n'étais pas la bonne personne, j'ai senti le sol se dérober. Parce que je me suis senti ramené à ma condition. Une erreur, une méprise, une distraction. Et cela, je ne le supporte plus. J'ai passé trop de temps à me battre contre cette idée. Alors je suis parti. Pas par fierté, mais pour me protéger, pour ne pas retomber dans le piège des illusions. Et pourtant, je continue à penser à vous, à vos gestes calmes,
à la façon dont vous m'avez parlé de votre femme, sans détour, à vos silences pleins, à vos maladresses sincères. Je vous écris cette lettre pour vous dire que je ne vous en veux plus. Pas vraiment. Que je commence à comprendre que vous aussi, vous étiez en équilibre. Que votre vie n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air, et que peut-être, dans ce déséquilibre commun, il y avait une forme de vérité. Je ne sais pas où cela nous mène. Je ne sais pas si je veux ou peux revenir, mais je voulais que vous sachiez que vos mots, ceux que vous n'avez peut-être pas prononcés, ont résonné malgré tout, et que vos silences ont éveillé les miens. Claire. Elle relut la lettre 2 fois. À la 3e, elle se mit à pleurer. Pas bruyamment, pas violemment. Juste quelques larmes, lentes, chaudes, salées. Puis elle replia la feuille, la glissa dans une enveloppe, mais ne la ferma pas. Elle la posa sur la table, à côté de son carnet, et la regarda un long moment. Elle ne savait pas si elle l'enverrait, mais elle savait qu'elle l'avait écrite, et cela suffisait pour ce soir. Elle éteignit la lumière, retourna auprès de Manon, s'allongea à ses côtés et ferma les yeux. Son cœur battait plus, lentement, pas de peur, pas de colère, mais d'un rythme nouveau, peut-être celui de l'apaisement, peut-être celui d'un possible encore indistinct, mais présent. Dans cette nuit silencieuse, Claire n'attendait pas, elle ne fuyait plus non plus. Elle était là, et c'était déjà un pas. Le printemps commençait à effleurer les rues de Bordeaux d'une douceur hésitante. Les arbres reprenaient lentement leur souffle, les bourgeons pointaient timidement sur les branches, et l'air plus léger semblait inviter les passants à lever les yeux. Jean pourtant n'attendait plus les saisons avec impatience. Il ne les remarquait que lorsqu'elles se confondaient avec un souvenir ou un silence. Ce printemps-là, toutefois, portait une nuance différente. Quelque chose dans son cœur semblait résonner avec le renouveau du monde, comme si une fenêtre s'était entr'ouverte sans bruit. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'il avait laissé le petit recueil à la bibliothèque communautaire du quartier populaire où Claire avait dit habiter. Chaque jour, il y passait, prétextant une consultation rapide, une recherche de livres, un coup d'œil distrait aux nouveautés, mais son regard allait toujours au même endroit, l'étagère où il avait glissé le volume. Les premiers jours, le livre n'avait pas bougé. Il restait là, sagement posé, comme une bouteille jetée à la mer sans espoir de réponse. Puis un matin, il disparut. Jean resta debout devant l'étagère vide pendant plusieurs minutes. Son cœur battait fort, non de peur, mais d'une excitation contenue, presque enfantine. Il ne savait pas si c'était elle. Il n'avait aucune preuve, mais il voulait y croire. Il avait laissé un message manuscrit entre les pages. « Si vous croyez encore au pouvoir des mots, venez me retrouver là où tout a commencé. » Cette phrase, il l'avait choisie avec soin, pesant chaque mot, chaque virgule. Il espérait qu'elle comprenne, qu'elle sente que ce n'était pas un appel déguisé mais une porte entr'ouverte, une invitation sans exigence. Claire, de son côté, avait bien trouvé le livre. Un jour de marché, en passant par la bibliothèque, pour rendre un recueil de contes emprunté pour Manon, elle l'avait vu. Elle l'avait reconnu immédiatement. Ce n'était pas la couverture. Pourtant, elle portait cette illustration de renard qu'elle utilisait parfois pour signer ses textes anonymement. Ce n'était pas non plus le titre « Les silences que j'écris ». Non, c'était le poids de ses propres mots, disposés là comme un murmure amplifié. Elle l'avait ouvert avec une hésitation tremblante et avait trouvé sa propre voix entre les lignes. Les textes avaient été soigneusement sélectionnés. Pas tous, seulement ceux qui parlaient sans trop dire, qui révélaient sans exposer. Elle avait compris que Jean avait lu avec respect, avec pudeur, et le billet inséré entre les pages n'était pas une déclaration, mais un simple appel à la mémoire. Elle n'avait pas su quoi ressentir, ni joie, ni colère. Quelque chose d'autre, une émotion calme comme un fleuve qui retrouve enfin son cours après des années de digue. Elle garda le livre, ne le cacha pas. Elle le laissa même sur la table de la cuisine où Manon le feuilleta sans y prêter attention. Mais elle n'alla pas tout de suite à la maison. Elle attendit, non par jeu, mais par nécessité. Elle devait s'assurer que ce retour ne serait pas une fuite en avant. Elle avait besoin de sentir que ce qu'il partageait n'était pas une réparation, mais une construction possible. Jean, de son côté, vivait cette attente avec une sérénité nouvelle. Il ne se réveillait plus avec l'angoisse de la revoir.
Il se levait avec l'idée simple qu'elle existait encore quelque part et que ses mots voyageaient. Cela suffisait à remplir ses journées. Il continuait d'écrire, non pas pour elle, mais grâce à elle. Il notait des observations, des images, des pensées fugitives. Il apprenait à vivre avec ce qui n'est pas dit, avec les absences, avec les espoirs muets. Un jour, en repassant par la bibliothèque, il trouva une feuille insérée dans un autre livre de poésie contemporaine. Elle n'était pas signée, mais il reconnut immédiatement l'écriture. Quelques lignes seulement, tracées à l'encre noire sur un papier jauni. Il n'y a pas de clé pour ouvrir un cœur verrouillé par la peur. Il faut s'asseoir, devant, et attendre qu'il se souvienne qu'il a battu. Il glissa la feuille dans sa poche, les doigts légèrement tremblants. Ce n'était pas une réponse, c'était un signe. Un signe qu'elle avait lu, qu'elle avait vu, qu'elle écrivait encore, et cela lui suffisait pour continuer d'espérer, non comme on espère un miracle, mais comme on attend la marée, avec patience, avec respect, avec foi. Le jour suivant, une pluie fine tombait sur Bordeaux. Jean se leva tôt, enfila son manteau et prit le chemin de la maison. Il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il prépara la véranda. Il nettoya les vitres, aéra les coussins, alluma une petite lampe d'appoint. Il plaça une chaise face à l'entrée et une autre pour lui, légèrement en retrait. Il ne savait pas si elle viendrait, mais il voulait qu'elle sache que l'endroit était prêt. Il laissa la porte ouverte, puis il s'assit et attendit, sans peur, sans certitude, mais avec le cœur pleinement vivant. La pluie tombait ce jour-là avec une régularité presque douce, comme si elle voulait s'excuser de déranger. Elle tapotait les vitres, dessinait des lignes hésitantes sur les carreaux et transformait le jardin en une aquarelle mouvante. Jean se tenait près de la porte, son manteau sobrement boutonné, un parapluie noir à la main. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, ne lisait rien. Il écoutait. Les gouttes, le vent, le silence. Tout était en place. Il attendait, non plus, comme un homme suspendu au destin, mais comme quelqu'un qui a appris à faire confiance au temps. Il était tôt, mais pas trop. Le jour avait déjà pleinement éclairé la maison, révélant chaque détail avec la netteté humide propre aux matinées pluvieuses. Henri était passé lui proposer un café, que Jean avait refusé d'un simple hochement de tête. Il ne voulait pas se distraire, ni altérer l'instant. Il voulait être présent, corps et esprit, à ce moment qu'il espérait, mais qu'il ne forçait pas. Et puis elle apparut, claire, sous un parapluie transparent dont les bords étaient perlés de gouttes. Elle marchait lentement, comme si elle hésitait à chaque pas, ou comme si chaque pas comptait. Son manteau beige était boutonné jusqu'au cou, et ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant un visage plus calme que celui qu'elle portait la dernière fois. Elle s'approcha sans précipitation, sans détourner les yeux. Jean ne bougea pas. Il ne savait pas s'il devait parler. Alors il attendit qu'elle soit assez proche pour qu'il n'y ait plus besoin de mots. Ils se regardèrent. Quelques secondes, peut-être une éternité. Il y avait dans cet échange muet une densité que ni l'un ni l'autre n'aurait su exprimer. Ce n'était pas un regard amoureux au sens habituel. Ce n'était pas non plus une confrontation. C'était une lecture. L'un lisait dans l'autre. Ils se scrutaient, non pour chercher des fautes ou des excuses, mais pour reconnaître ce qui avait changé, ce qui avait survécu, ce qui était encore là malgré tout. Claire fut la première à briser le silence. « Vous avez attendu ?» dit-elle. Jean hocha doucement la tête. « Je n'ai jamais su faire autrement » répondit-il. Elle sourit légèrement. Ce sourire n'était pas de ceux qu'on offre pour rassurer ou séduire. C'était un sourire fragile, né d'un relâchement soudain, comme une tension qui cède après des semaines de lutte intérieure. « Je ne sais pas ce que je fais ici » ajouta-t-elle. « Moi non plus. Mais je suis heureux que vous y soyez. » Il ouvrit le parapluie, s'approcha doucement d'elle et l'invita à entrer. Elle hésita un instant puis accepta. Ensemble, ils franchirent le seuil, le pas lent, partagé. La maison, réchauffée par les derniers jours d'attente et les préparatifs discrets de Jean, les accueillit sans un bruit. Il la mena à la véranda, où 2 chaises les attendaient face à la pluie. Ils s'assirent, pas côte à côte, mais suffisamment proches pour partager le silence. Jean posa les mains sur ses genoux, regarda la pluie derrière les vitres, puis tourna la tête vers elle. « Je n'ai rien préparé à dire. J'avais peur que tout sonne faux. » Claire hocha la tête. «
Moi aussi. Alors peut-être qu'on ne dira rien. Pas aujourd'hui. Il accepta cela. Il le comprit même mieux que s'il avait entendu 1000 justifications. Ils restèrent là, assis, écoutant le monde tomber autour d'eux. La pluie continuait de tambouriner, mais elle n'était plus une barrière. Elle était un rythme, un accompagnement, presque une musique de fond. Le monde extérieur s'effaçait derrière le voile d'eau, et dans cette bulle fragile, il se retrouvait. Après un moment, Claire sortit quelque chose de son sac, le carnet, celui que Jean avait lu. Elle le posa sur la table basse entre eux. « J'en ai écrit d'autres, des nouveaux. Je ne sais pas si vous devez les lire, mais ils existent. Et je crois que ça, c'est déjà beaucoup. » Jean tendit la main, effleura la couverture, mais ne le prit pas. « Merci, murmura-t-il. Je n'y toucherai pas, passant votre voix. » Claire le regarda, surprise. Puis elle comprit. Ce n'était pas une posture, c'était un engagement. Il ne voulait plus lire en cachette, interpréter, deviner. Il voulait entendre, comprendre, recevoir. Elle reposa le carnet dans son sac. « Alors je vous les lirai, un jour, quand vous serez prête. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, observa les cadres, les objets, la lumière. Tout était à sa place. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Elle se sentait moins étrangère, non pas chez elle, mais reconnue. Elle revint s'asseoir. « Je ne vous promets rien, Jean, je suis encore pleine de doutes, de peur, mais je suis venue, et je suis là. » Il sourit, un sourire plein cette fois, doux et presque jeune. « C'est tout ce que je voulais. » Ils restèrent encore longtemps là, assis, à écouter la pluie. Il n'y eut pas de déclaration, pas de serment, pas de plan pour demain. Seulement 2 personnes, côte à côte, abritées non seulement de l'averse, mais de tout ce que la vie leur avait fait porter. Ce jour-là, il ne s'agissait pas d'amour au sens romanesque, mais de présence. Et parfois, cela suffit pour recommencer. Les jours suivants, leurs rencontres sous la pluie furent d'une délicatesse que ni Jean ni Claire n'avaient osé espérer. Rien ne fut précipité. Ils se retrouvaient parfois dans la véranda sans se donner rendez-vous, comme si leur présence s'accordait d'elle-même au rythme du monde extérieur. Ils parlaient peu, mais ce qu'ils échangeaient avait la densité de ceux qui savent que chaque mot compte. Parfois, Claire lisait quelques lignes de ses textes. Parfois, Jean racontait un souvenir d'Élodie, non plus avec la douleur sourde d'autrefois, mais avec une reconnaissance apaisée. Il ne s'agissait pas encore d'un couple, pas d'un amour classique, mais il y avait entre eux une vérité, une complicité naissante que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer de peur de l'altérer. Et pourtant, cette fragile construction allait être mise à l'épreuve par un retour inattendu. Alexandre Morel, le fils unique de Jean, revint à Bordeaux sans prévenir. Il vivait à Berlin depuis plusieurs années, où il menait une carrière brillante dans le conseil stratégique. Son lien avec son père s'était distendu au fil des ans, abîmé par les silences du deuil, par la distance physique et émotionnelle. Il avait toujours gardé une forme de rancune, de blessures mal cicatrisées. La mort de sa mère avait creusé entre eux un fossé que ni le temps ni les rares échanges téléphoniques n'avaient comblé. Quand il franchit les grilles de la propriété et vit Claire dans le jardin, accroupie près d'un massif de fleurs, il ne comprit pas. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'une nouvelle employée, puis son regard s'attarda. Il la reconnut, une femme qu'il avait vue brièvement dans un café populaire des mois plus tôt, alors qu'il visitait Bordeaux en coup de vent. Il n'y avait rien de précis, mais son visage lui revenait. Et l'incongruité de sa présence ici, dans cette maison si codifiée, éveilla en lui une méfiance immédiate. Jean l'accueillit avec une joie sincère. Il ne s'attendait pas à le voir, mais le serra dans ses bras avec une chaleur inhabituelle. Alexandre, d'abord pris au dépourvu, répondit à l'étreinte. Mais son regard, toujours, revenait vers Claire. Il attendit que celle-ci s'éclipse avant d'interroger son père. « Qui est cette femme ?» Jean, surpris par le ton, répondit simplement. « Elle s'appelle Claire Dubois. Elle m'aide à entretenir la maison et on parle, on partage des choses. »« Des choses ?» répéta Alexandre, la voix chargée d'ironie. Jean comprit, tout de suite. Il vit dans les yeux de son fils le même jugement que lui-même aurait eu autrefois. Il vit les soupçons, les conclusions hâtives, les peurs mal déguisées. Mais il ne voulut pas se justifier. Il voulait simplement que son fils comprenne sans violence. C'est compliqué à expliquer. Mais elle m'a redonné le goût de vivre d'une certaine manière.
Elle est bien plus jeune que toi. Et de ce que je vois, elle vient d'un monde très différent. Tu ne vois pas le danger? Quel danger? Celui d'aimer? Celui d'être vu, d'être écouté? Celui d'être utilisé, papa. Tu as de l'argent, une maison, une réputation. Elle pourrait très bien en vouloir à tout ça. Jean resta silencieux un instant. Il sentait une colère froide monter en lui, mais il ne voulait pas répondre par l'agression. Il choisit ses mots. Tu la juges sans la connaître. Tu juges avec ta peur, pas avec ton cœur. Tu ne sais rien d'elle, rien de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle donne sans jamais rien demander. Alexandre haussa les épaules. Tu dis ça maintenant, mais dans quelques mois, si elle demande à s'installer ici, si elle s'intéresse à ton testament. Ce fut Claire qui, sans le vouloir, coupa court à l'échange. Elle réapparut au seuil du salon, un carnet à la main, prête à lire à Jean un nouveau texte. En voyant Alexandre, elle comprit immédiatement. Elle lut dans ses yeux le mépris mal dissimulé, la méfiance en surface, et elle comprit aussi ce que cela impliquait. Elle se figea, baissa les yeux, puis s'adressa à Jean sans détour. « Je crois qu'il est temps que je parte. »« Non, Claire, attends. » Mais elle ne l'écouta pas. Elle s'approcha, tendit le carnet à Jean. « Il y a là-dedans ce que je n'aurai peut-être jamais la force de dire à voix haute. Je ne veux pas causer de conflit. Je ne veux pas être un poids. Tu m'as offert un espace. C'est tout, ce que je pouvais espérer. » Jean prit le carnet. Il ne trouva rien à dire. Alexandre, lui, détourna les yeux, comme gêné de la brutalité involontaire de la scène. Claire sortit, sans drame, sans larmes, seulement une tristesse dense, celle de ceux qui savent qu'ils ont touché quelque chose de beau, mais trop fragile, pour survivre au regard du monde. Dans les jours qui suivirent, la maison redevint silencieuse. Mais cette fois, Jean sentit que ce silence était chargé d'absence, pas celle d'Élodie, celle de Claire. Il lut le carnet, chaque page, chaque mot. Il y trouva non pas des reproches, mais des espoirs suspendus, des promesses non tenues, des blessures anciennes réactivées. Il comprit alors que son fils n'était pas le vrai obstacle. Le vrai obstacle, c'était la peur de Claire, la peur de Jean, la peur d'Alexandre. Et il sut qu'il ne pouvait pas la laisser partir ainsi. Mais avant tout, il devait affronter son fils. Non pour défendre Claire, mais pour se défendre lui-même. Pour dire enfin ce qu'il n'avait jamais osé lui dire depuis la mort d'Élodie. Pour poser des mots sur ce qui les séparait. Pour rétablir une vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il allait parler. Et il allait chercher. Parce que ce qu'il avait entrevu avec Claire n'était pas une illusion. C'était une renaissance. Et il n'était pas prêt à l'abandonner. Le silence s'était épaissi dans la maison Morel comme une brume d'automne persistante. Les couloirs, pourtant toujours impeccablement entretenus, semblaient ternis par une absence que rien ne pouvait combler. Jean se levait chaque matin à la même heure, se servait son café dans la même tasse, mais le buvait désormais sans en percevoir ni la chaleur ni le goût. Depuis le départ de Claire, il n'avait pas cherché à meubler son vide. Il l'acceptait, en vivait chaque battement, comme pour mieux se rappeler qu'il avait été capable, un moment, de sentir à nouveau quelque chose de vrai. Alexandre était reparti. Leur confrontation, pourtant brève, avait laissé des traces. Après la scène avec Claire, Jean avait trouvé son fils dans le bureau. Il l'avait regardé longtemps, puis, sans colère, lui avait dit tout ce qu'il portait depuis trop longtemps. Il lui avait parlé du deuil jamais exprimé, de la douleur muette de survivre à la femme de sa vie, de la peur d'entrer en relation à nouveau, et enfin, de ce que Claire avait fait naître en lui. Pas un amour spectaculaire, mais une présence vivante. Un rappel que la solitude n'était pas une obligation. Ce n'est pas elle qui est en cause, avait-il dit à son fils, c'est toi. T'as peur de perdre ce que tu crois t'appartenir, t'as peur que l'on m'arrache une part de toi. Alexandre, pris de court, n'avait rien répondu, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Il avait quitté la maison le lendemain, laissant un mot laconique disant qu'il avait besoin de réfléchir. Jean n'attendait pas de réponse immédiate. Il savait maintenant que certaines réconciliations prennent des années, et que l'amour paternel, comme l'amour romantique, ne se prouve pas toujours dans les mots, mais dans la constance. Il se concentra alors sur ce qu'il devait faire, retrouver Claire. Pas pour lui demander de revenir, pas pour réparer ce qui n'était peut-être pas réparable, mais pour lui dire ce qu'il n'avait jamais su dire à temps. Il écrivit une lettre, pas un plaidoyer, pas une déclaration, une lettre comme on jette une encre dans l'eau sans savoir si elle accrochera quelque chose au fond.
Il y mit des jours. Chaque phrase était pesée, réécrite, effacée, puis réécrite encore. Il voulait être juste. Pas pathétique, pas insistant. Juste sincère. Il y parla de la rencontre, de la façon dont elle avait ébranlé ses certitudes, déplacé ses murs, réchauffé ses silences. Il évoqua leurs échanges, ses poèmes, les soirs dans la véranda, la pluie, le regard de Manon, même les silences qu'ils n'avaient pas su habiter ensemble. Il termina la lettre par une phrase qu'il avait portée en lui longtemps, mais qu'il n'avait jamais formulée à haute voix, ni pour Élodie, ni pour Claire, ni pour lui-même. « Je ne veux pas que tu changes le monde, Claire. Je veux seulement que tu continues à changer le mien. » Il ne signa pas par habitude, mais par choix. Il voulait que ce soit une lettre d'égal à égal, d'être humain à être humain. Pas une lettre d'homme riche à femme modeste. Pas une supplique, pas un piège émotionnel. Une offrande. Il se rendit à pied jusqu'au quartier où il l'avait rencontrée. Il ne savait pas où elle vivait précisément, mais il connaissait l'école de Manon, il connaissait la librairie où elle déposait parfois ses textes, il connaissait même la petite boîte à livres où elle échangeait anonymement quelques poèmes avec d'autres rêveurs discrets. Il choisit cette dernière. Il y plaça la lettre pliée dans une enveloppe blanche sur laquelle il écrivit simplement « Pour Claire ». Puis il rentra chez lui, sans attendre. Claire trouva la lettre 2 jours plus tard. Ce fut Manon qui insista pour s'arrêter à la boîte à livres. Elle aimait y fouiller à la recherche de trésors cachés. Claire n'avait pas le cœur à lire ce matin-là, mais elle suivit sa fille. Lorsqu'elle vit l'enveloppe, son cœur accéléra. Elle savait. Elle la reconnut avant même de la toucher. Elle la prit, la rangea dans son sac et attendit la nuit pour l'ouvrir, lorsque Manon serait couchée, lorsque le silence rendrait les mots plus audibles. La lecture fut lente. Chaque mot l'atteignait avec la douceur d'un doigt posé sur une cicatrice. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle ressentit tout. La vérité, l'hésitation, l'attente, l'espérance. Elle la relut 2 fois, puis 3. Et enfin, elle prit une feuille, écrivit une date, un lieu, une heure. Demain, 17 heures, marché au livre, là où l'on se perd pour se retrouver. Elle glissa le billet dans un livre de poésie et le déposa à la bibliothèque communautaire. Pas pour lui rendre l'appareil, mais parce qu'elle sentait que, peut-être, il comprendrait, et qu'il viendrait. Parce que ce qui les unissait n'était plus une erreur de porte, ni un carnet lu en cachette, mais quelque chose de plus vaste, plus délicat, une reconnaissance, une forme de tendresse née du chaos. Et cela méritait une suite. Elle n'espérait rien, mais elle croyait, encore, un peu, et c'était assez. Le marché aux livres s'ouvrait chaque samedi, dans la petite place bordée de platanes, non loin de la vieille halle de Bordeaux. Ce jour-là, les nuages filtraient la lumière en une clarté douce et diffuse, comme si même le ciel avait compris qu'il ne devait pas éblouir. Les étals se montaient lentement, les vendeurs bavardaient, les premiers curieux tournaient autour des piles de romans, de vieux dictionnaires, de bandes dessinées jaunies par le temps. C'était un lieu de rencontre, mais aussi de passage, un endroit où l'on venait autant chercher des histoires qu'oublier les siennes. Claire arriva quelques minutes avant l'heure qu'elle avait indiquée dans sa réponse silencieuse. Elle portait un manteau simple, une écharpe tricotée par sa mère, et dans ses mains un exemplaire du livre que Jean avait publié en son nom. Elle ne savait pas s'il viendrait. Elle ne savait même pas si la lettre lui avait véritablement été remise. Mais elle s'était levée ce matin-là avec une conviction calme. Il fallait y être. Elle se sentait prête, non pas à renouer, mais à écouter, à être présente, à accepter ce que le moment aurait à offrir. Elle se posta près d'un étal de livres de poésie, là où elle savait que les passants s'arrêtaient rarement. Elle aimait cet anonymat. Elle l'avait souvent utilisé comme cachette, un abri temporaire dans le flot de la ville. Autour d'elle, les voix bourdonnaient, les pages tournées crépitaient doucement. Les enfants couraient entre les jambes des adultes. Tout semblait banal, ordinaire. Et pourtant, son cœur battait avec la solennité d'un grand départ. Puis, elle le vit. Jean s'approchait à pas lents. Il ne portait pas son manteau habituel. Il avait troqué le costume sobre contre un pull en laine épaisse et une veste beige. Dans sa main, il tenait lui aussi un livre, le même qu'elle. Il l'avait reconnu de loin mais n'avait rien précipité. Il voulait lui laisser le choix de partir ou de rester. Elle ne bougea pas.
Lorsqu'il fut assez proche, ils échangèrent un regard. Ce ne fut pas un choc ni une surprise. C'était une reconnexion, une continuité, comme si leur dernière conversation n'avait pas eu lieu il y a des semaines, mais seulement hier. « Bonjour », dit-elle, la voix claire, posée. « Bonjour », répondit-il avec la même retenue. Ils restèrent un moment en silence au milieu de l'agitation du marché, comme protégés par une bulle invisible. Claire regarda autour d'elle, puis vers lui. « Je ne savais pas si vous viendriez. Je ne savais pas si j'étais encore attendue. » Elle hocha doucement la tête, puis montra le livre dans sa main. « Ce que vous avez fait, publier ces textes, ce n'est pas rien. Je ne pouvais pas les garder pour moi, ils m'ont transformé, ils méritaient de toucher d'autres cœurs. Et si j'avais refusé, j'aurais compris, mais j'aurais continué à les lire. Pour moi. » En silence. Un sourire discret mais sincère apparut sur les lèvres de Claire. « Vous avez toujours su écouter les silences. Grâce à vous. » Ils se mirent à marcher lentement entre les étals, parlant peu, observant beaucoup. Ils s'arrêtèrent devant des recueils de haïkus, puis devant un stand de livres anciens, où Claire feuilleta un roman de Colette. Jean, sans rien dire, en acheta un exemplaire et le lui tendit. « Pour que vos silences aient toujours une voix à suivre. » Elle prit le livre, émue, mais sans démonstration. Elle ne voulait pas briser cette délicatesse, cet équilibre fragile entre eux. Ils s'assirent un peu plus loin sur un banc en pierre, près d'un kiosque à journaux. Autour d'eux, le monde continuait de tourner, indifférent à ce qui se jouait ici. « Je n'ai pas encore toutes les réponses, » dit-elle. « Moi non plus. Et peut-être que c'est mieux ainsi. » Elle le regarda, attentive. « Vous n'attendez plus de moi que je revienne chez vous? Je ne veux plus que vous reveniez dans un lieu. Je veux simplement que vous sachiez que ma porte est ouverte. Toujours. Mais que vous êtes libre. Libre d'écrire ailleurs, de vivre autrement, ou de marcher à mes côtés si vous le souhaitez. » Elle resta silencieuse un instant, puis répondit « Alors marchons. Un peu. Pas trop vite, pas trop loin. » Ils se levèrent et, côte à côte, commencèrent à remonter la rue pavée qui bordait la place. Il n'y eut pas de baisers, pas de promesses, pas d'échange de serments enflammés. Mais il y avait une tendresse nouvelle, une présence réelle, une paix partagée. Claire savait que la vie ne serait jamais simple. Elle savait que les fantômes du passé ne disparaîtraient pas d'un coup, que la méfiance reviendrait parfois comme une vieille habitude. Mais elle savait aussi que quelque chose avait changé en elle, qu'elle n'était plus la femme qui écrivait pour survivre, mais celle qui écrivait pour transmettre, pour offrir, pour relier. Jean, lui, ne cherchait plus à combler un vide. Il ne courait plus après le souvenir d'Élodie, ni après une forme idéalisée de l'amour. Il avait compris que l'amour pouvait être doux, lent, imparfait, qu'il pouvait se construire non sur des déclarations, mais sur des gestes, sur une écoute, sur un livre partagé sous un arbre. Le marché continuait, les gens passaient, riaient, discutaient. Deux d'entre eux pourtant marchaient dans une autre temporalité, celle de ceux qui, ayant connu la solitude et la perte, choisissent de croire encore. Non pas parce qu'ils ont oublié les blessures, mais parce qu'ils ont décidé qu'aimer, malgré tout, valait encore la peine. Et ainsi, ce jour-là, deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser selon les lois ordinaires se touchèrent. Non pas avec fracas, mais avec grâce. Et dans cette brève rencontre devenue possible, il y avait peut-être, au fond, la plus belle des vérités. Il n'est jamais trop tard pour réapprendre à vivre, ensemble.